Cette semaine, il y a du lourd. J'ai compté 61 nouveautés depuis le 23 février. On parlera de CloudFront, de Location Service, de Bedrock, de Lambda pour .NET, et puis d'un changement de prix important. Mais ça, je le garde pour la fin de cet épisode. C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Tous les vendredis, l'actualité technique d'AWS, soit moi tout seul qui fait un bref debrief des dernières nouveautés des 2 dernières semaines, soit une semaine sur 2, un retour d'expérience d'un client, d'un partenaire, d'un développeur. La semaine passée, on parlait de Kubernetes et de 10 manières, 10 bonnes leçons apprises en gérant des clusters Kubernetes. La semaine prochaine, on parlera d'industrie. Tiens, on ira dans le monde de l'industrie en Savoie, ou en Haute-Savoie, non, je crois que c'est en Savoie, et on parlera d'apprentissage machine. Je vous en dirai un peu plus à la fin de cet épisode. Je vous disais, il y a du lourd dans l'actualité de cette semaine, mais en bon teaser, je vous le garde pour la fin. Je vais commencer par une nouvelle région qui était annoncée. Cette fois-ci, c'est au Mexique qu'il va y avoir des data centers AWS. Vous savez, toujours au minimum 3 groupes de data centers qu'on appelle des zones de disponibilité. On en a déjà annoncé 15, enfin avec ces 3-là, ça fait 15 zones de disponibilité en cours de construction. En Allemagne, pour la région européenne souveraine, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, et puis maintenant au Mexique. Comme d'habitude, le blog post se trouve dans les liens de ce podcast, donc vous scrollez un peu dans votre application de podcast habituelle et vous trouverez tout le détail. On explique notre histoire, notre historique et nos investissements dans la région. C'est mon collègue Irshad Bouch qui a écrit le blog post, et il termine en mentionnant que cette nouvelle région sera disponible début 2025. Si vous développez en .NET et que vous faites du serverless en .NET plus précisément, sachez que le Runtime Manager pour Lambda .NET 8 vient d'être disponible. 8, je dis attention. Je dois faire attention à la manière dont je prononce les 8, sinon on me dit que j'ai un accent belge, croyez-vous ça? Mais si, il y en a certains qui le disent. Bref, .NET 8 est disponible pour AWS Lambda. Vous le savez, ce sont des runtimes entièrement managés, hein, donc vous n'avez absolument rien à gérer, ni pour vos fonctions à venir, ni pour celles existantes. On maintient les runtimes à jour pour vous. Alors, quelles sont les nouveautés de ce runtime? Outre qu'il supporte .NET 8, c'est un des premiers à supporter Amazon Linux 2023 également, la nouvelle génération de la distribution Amazon Linux, qui est beaucoup plus compacte, hein, donc ça prend moins de place, donc ça, c'est plus rapide à démarrer en cold start. On a remplacé également Yum avec DNF, ça c'est en standard dans Amazon Linux, mais sur cette distro-là en particulier, c'est micro DNF, mais il y a un symlink entre les deux, donc vous n'aurez pas trop d'utilisation. Et puis côté .NET, il y a Native EOT. Si vous n'êtes pas familier avec .NET, comme c'est mon cas, mais je me suis un peu renseigné avant d'enregistrer cet épisode du podcast. En gros, c'est un compilateur natif, c'est-à-dire que votre code va être compilé plutôt qu'être interprété ou post-compilé par un JIT, comme en Java, un Just-in-Time Compiler, ce qui fait un démarrage plus rapide, donc une latence plus faible pour le démarrage, en tout cas le démarrage à froid de vos fonctions lambda écrites en .NET. C'est Bogos qui est Senior Software Engineer, c'est Paras Jain qui ont écrit le blog post que vous retrouverez dans les notes de cet épisode du podcast. Je vous avais déjà parlé d'Amazon Location Service, service qui vous permet d'ajouter des cartes et des fonctionnalités géographiques, basées sur des cartes, dans vos applications web et vos applications front-end iOS et Android. Une des difficultés que les clients nous disaient, c'est que si on n'utilise pas Amplify, il faut quand même gérer des credentials AWS, des access keys, secret keys, pour faire les appels aux API d'Amazon Location Service. On vous a entendu et l'équipe a sorti une nouvelle librairie dans les SDK d'Amazon Location Service qui facilite justement l'authentification. Que vous utilisiez des clés Access Key, Secret Key temporaires, ou que vous utilisiez des pools de connexion avec Cognito Identity Pool. Maintenant, il y a des fonctions de haut niveau que vous pouvez appeler pour vous décharger justement de ces aspects bas niveau. Vous savez, appeler les API de Cognito, les API d'STS, de Secure Token Service. C'est la nouveauté de la semaine dans Amazon Location Service. Amazon CloudFront annonce la disponibilité des
point of presence, des points de présence intégrés. Je ne sais pas comment on peut les traduire en français. Embedded point of presence. Donc vous le savez, CloudFront, c'est le Content Delivery Network d'AWS. Donc si vous avez du contenu à cacher au plus près de vos utilisateurs, c'est ce service qui vous permet d'aller mettre vos contenus de site web, vos images, vos vidéos en cache, et vos utilisateurs, avec l'URL qu'ils ont, seront toujours redirigés vers le cache le plus proche d'eux, à Paris s'ils sont à Paris, à Vancouver s'ils sont à Vancouver, ou en Asie. Et il y a plus de j'ai oublié le chiffre, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il y a plusieurs centaines de points de présence de CloudFront dans le monde. Donc la nouveauté, ce sont des embedded point of presence. Les embedded, ce sont des au lieu d'être dans un data center AWS, les points de presence, on va les mettre directement chez le fournisseur internet ou le fournisseur mobile. Alors je caricature en disant on va le mettre au pied des antennes 5G, mais c'est quasiment ça, ou chez les ISV, chez les Enterprise Internet Service Provider. C'est un peu ce que fait Netflix aussi. Quand vous regardez Netflix, la vidéo ne vient pas des serveurs de Netflix dans le cloud AWS, ils viennent d'un cache, d'un CDN qu'ils ont construit eux-mêmes et dont ils vont mettre les points de présence chez les opérateurs partenaires. Donc si vous nous écoutez en France, chez Orange et les autres, en Belgique chez Proximus et les autres, etc. Et bien, donc là c'est la même idée. Donc c'est réservé à un groupe de clients qui va faire plutôt du streaming de vidéos sur des gros événements, ou du streaming de jeux, des distributions d'extrêmement gros fichiers. On peut aller mettre ces fichiers chez les ISP. Pour le moment, il y en a déjà plus de 600 qui sont déployés dans plus de 200 villes. Si vous êtes un ISP et que vous avez envie d'avoir un point CloudFront chez vous, contactez-nous. Et si vous êtes un client qui voulait utiliser ça, contactez-nous aussi. C'est pas disponible directement dans la console parce que c'est vraiment réservé à des cas d'utilisation extrêmement précis. Et si vous êtes dans les médias, dans les chaînes de télé, il y a eu plusieurs épisodes dans le podcast AWS en français avec TF1, avec le groupe Altis, avec France 2. Voilà, ça ce sont le type de clients qu'on cherche, ou les éditeurs de jeux évidemment, qui vont bénéficier de ces point of presence embedded pour CloudFront. Le volet IA générative de la semaine, c'est du côté de Bedrock que ça se passe. Vous savez, Bedrock, c'est ce service qui permet d'accéder à plusieurs modèles, des large language models, avec la même API. En tant que développeur, j'adore parce que j'ai pas téléchargé ces modèles qui sont souvent assez costauds. J'ai fait un Stability Diffusion sur mon laptop ce week-end. C'était quand même 15 gigas à télécharger dans les gros modèles. Ça prend un certain temps. Et puis, les installer, mettre une API devant, tout ça, ça prend du temps. Et c'est pas nécessairement facile. Bedrock fait tout ça pour vous. Vous appelez l'API en disant je veux parler à tel modèle ou à tel autre modèle, et vous recevez la réponse. Alors le diable est dans les détails, évidemment, c'est un poil plus compliqué que ça, mais à haut niveau, j'avoue que c'est presque ça. D'ailleurs, j'aurai un talk à ce sujet, je vous montrerai comment ça marche au Summit de Paris qui se tiendra au mois d'avril, dans un mois déjà maintenant, je crois de tête, c'est le 3 avril, exact, le mercredi 3 avril, et je vous mets le lien évidemment vers les inscriptions du Summit dans les notes du podcast. Mais revenons à nos moutons. Bedrock a deux nouveaux modèles, deux familles de modèles. Il a les modèles de Mistral AI, vous savez, cette start-up française qui fait des modèles dont la qualité n'a pas à rougir par rapport à ceux d'OpenAI ou d'autres. Donc les modèles de Mistral AI, deux modèles spécifiquement, le 7B, donc 7 milliards de paramètres, et le modèle extra large, celui qu'ils appellent Mixtral, le 8x7B, est disponible sur Bedrock. Mon collègue Mike Chambers a écrit un très très long article en 2 parties qui explique comment optimiser ses prompts pour Mistral, et il explique aussi la science, pourquoi optimiser ses prompts comme ça. C'est un article passionnant, on voit qu'il a passé des heures à chercher et à tester les meilleurs moyens de faire des prompts, et puis de lire la documentation de Mistral également. Donc si vous faites des prompts pour Mistral, allez lire cet article-là. Anthropic est également un de nos partenaires pour Bedrock, et Anthropic vient de publier sur Bedrock le modèle Claude 3 Sonnet. Alors il y avait déjà Claude 1.1, 1.2, 2 et même 2.1 je crois. Claude 3, quand on regarde les benchmarks de boîtes spécialisées qui comparent les qualités des large language models, c'est le meilleur modèle du moment. Il dépasse ChatGPT 4 par exemple. Il est aussi multimodal, il est capable de prendre
prendre une image et du texte en entrée. Et j'ai fait quelques essais en préparant cet épisode. On lui upload une image et il nous décrit l'image. Moi qui ai des personnes non-voyantes dans mon entourage familial très proche, ça permet de faire quasiment de la magie, ce genre de modèle. Donc ce modèle, Claude 3 Sonnet, est disponible maintenant sur Bedrock également. Si vous utilisez Bedrock, n'oubliez pas d'aller dans la console et d'activer ces modèles. C'est l'option tout en bas à gauche. Par défaut, ils ne sont pas activés. Vous devez demander la première fois l'activation. Et puis ensuite, vous pourrez utiliser l'API ou la console simplement avec le Playground dans la console pour jouer un peu avec ces modèles. Et puis je vous avais dit qu'il y avait du lourd et le lourd est venu côté réseau cette semaine avec un changement de politique de prix d'AWS qui concerne tout le monde et en tout cas qui concerne la perception qu'on peut avoir des cloud providers. AWS a annoncé l'exemption des frais de bande passante pour sortir du cloud AWS dans le cas où vous voulez migrer une application vers un autre cloud provider ou si vous souhaitez ramener une application on-premises. Vous savez que ces frais de sortie, si vous avez des centaines de gigabytes, des pétabytes ou des terabytes à ramener ou à migrer vers un autre cloud provider ou à ramener, c'était vu souvent comme une manière de garder le client captif et de vous empêcher de sortir parce que les frais de sortie pouvaient être assez élevés en fonction de la quantité de volume, le volume de données que vous aviez à migrer. On pense chez AWS que vous devez avoir le choix. Vous avez le choix d'utiliser AWS ou pas. Vous avez le choix d'utiliser tel service ou pas. Vous avez également le choix de nous quitter si le service ne vous satisfait pas ou si vous trouvez un meilleur service pour un meilleur prix ailleurs. Et donc, si vous faites une migration, et attention, je parle bien de migration pour sortir d'AWS, on ne parle pas du business habituel dans le courant du mois, une migration pour sortir et pour migrer toutes vos données. Vous pouvez le faire, vous devez contacter le support avant pour dire voilà ce que je vais faire. Comme ça, on peut monitorer la quantité de réseau de bande passante de réseau qui sort et on recrédite après que vous ayez fait votre transfert, on recrédite votre facture AWS pour que vous n'ayez pas à payer les frais de sortie. Vous devez effacer vos données après, c'est une vraie sortie, c'est pas une copie, mais vous ne devez pas fermer votre compte. Vous pouvez laisser votre compte ouvert et revenir quand vous le voulez, c'est toujours les bienvenus chez nous. Et si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez, la limite c'est le compte. Donc si vous avez plusieurs applications qui tournent dans plusieurs comptes, vous pouvez décider de sortir une application d'un compte vers un autre cloud provider, mais garder votre relation avec AWS de façon tout à fait normale pour les autres comptes et les autres applications que vous avez. Alors j'ai dit que c'était une question de choix de rentrée, de choix de sortie également. C'est aussi une question de conformité au règlement, puisque vous savez, le European Data Act a mis en place toute une série de règles qui favorisent la concurrence, et c'en est une. Et d'ailleurs, on n'est pas le premier à faire ce changement. Vous avez vu peut-être les news que Google avait annoncé le même changement il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est AWS, ou cette semaine, c'est AWS qui le fait. Je suppose que Microsoft le fera très prochainement. Notez quand même, et je vous rappelle que vous avez 150 gigabytes de data transfer OIT, comme on l'appelle, de DTO, donc de données qui peuvent sortir tous les mois, compris dans le tiers d'utilisation gratuit d'AWS. Et donc 90% de nos clients qui veulent migrer ont moins de 100 gigabytes dans le cloud, et donc 90% de nos clients ne paieraient rien déjà s'ils sortaient du cloud sans ce changement-là. Donc c'est juste pour les clients qui ont plus que 100 gigabytes à sortir. Voilà, ça c'était la grosse nouvelle qui a été reprise un peu partout dans la presse. Il y a eu plein d'articles, de commentaires, de blogs, etc., de questions aussi sur les conditions d'application de cette nouvelle tarification. Les détails sont dans mon blog post et je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. C'était l'édition du vendredi 8 mars 2024. La semaine prochaine, nous serons avec Ugitech, une société en Savoie du monde de l'industrie qui fait des barres en aluminium et qui a mis en place un système d'apprentissage machine pour fine-tuner ces outils. Enfin, je vous expliquerai ça beaucoup plus en détail dans le podcast la semaine prochaine. Il sera disponible dès 6h du mat, vendredi. Ça sera le 15 mars dans toutes vos bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. Et quoi que vous codiez, codez-le bien.